Bonjour, merci à toutes et à tous d'être venus assister à ce talk. Il s'agit de mon premier talk en public. Donc nous allons parler des blameless post-mortem ou comment apprendre de ses erreurs. Je me présente, je m'appelle Laurent Calarec, je suis software engineer. J'ai travaillé quelques temps chez Etsy, qui est une entreprise pionnière dans l'expérimentation, la formalisation et la diffusion de la pratique du blameless post-mortem. Je travaille à l'heure actuelle dans une start-up qui s'appelle Fluo, dans le domaine de l'assurance. Je vous encourage à télécharger notre application si vous voulez découvrir ce qui se cache derrière vos contrats d'assurance. Donc, pour vous parler des blameless post-mortem, je vais d'abord commencer par vous raconter une petite histoire. Alors cette histoire, c'est celle de John, qui est ingénieur logiciel dans une start-up. Il rentre de week-end, il arrive au travail le lundi matin, et là il comprend qu'il va passer une mauvaise journée, une mauvaise semaine aussi en fait. Tout le monde lui tombe dessus. Il comprend en fait que ça a peut-être un lien avec la mise en production du système de paiement qu'il a effectué le vendredi. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il n'était plus possible de payer par carte bleue après sa mise en prod. Il n'y a pas eu vraiment d'investigation pour savoir ce qui s'est passé, parce que on a le coupable, on a la cause du problème, c'est John. C'est John qui a mis en prod, c'est John qui a cassé la plateforme de paiement. Et comme on ne sait pas ce qui s'est passé, bien entendu, quelques semaines après, le même problème survient. Toute l'entreprise cherche le coupable, mais cette fois, comme John est en vacances, c'est pas John et c'est personne en fait. On ne sait absolument pas ce qui s'est passé. Peut-être que les gens qui sont responsables de l'incident n'ont pas voulu subir le même sort que John. Donc ils se taisent. Alors pour l'entreprise, il y a plusieurs possibilités, plusieurs actions possibles. On peut se réunir pour savoir à qui est-ce qu'on va enlever son bonus. On peut se réunir pour savoir qui on va virer. Pourquoi pas John? Même si c'est pas lui, c'est pas grave, ça fera un exemple. On peut se réunir pour réorganiser le département IT, parce que c'est n'importe quoi dans ce département. On peut. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aimerais pas tellement travailler dans cette entreprise. Pourquoi? Parce que cette entreprise, elle a véritablement embrassé la culture blameful, qui consiste à vouloir trouver un coupable, à pointer du doigt les gens. Et cette culture blameful, elle a un certain nombre de côtés négatifs. Le management va finir par ignorer complètement ce qui se passe au sein de ses équipes. Dans la petite histoire précédente, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Et les gens finissent par se taire, en fait. Ils vont craindre d'être blâmés. Évidemment, l'incident se reproduira, puisqu'on n'a absolument rien fait pour qu'il ne se reproduise pas. Et l'incident se reproduira parce que personne n'aura absolument rien appris. L'entreprise est dans le même état d'ignorance avant et après les incidents. Alors, est-ce que c'est la seule façon de gérer un incident, les erreurs? Non. Heureusement, il y a plusieurs autres voies. Je vous propose de vous en montrer une. Il s'agit de la voie des blameless post-mortem, qui consiste à découvrir l'histoire qui se cache derrière l'histoire. Parce que de l'histoire, tout ce qu'on sait, c'est que John a mis en prod et la plateforme de paiement a été partiellement indisponible. Mais derrière, qu'est-ce qu'il a fait, John? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui s'est passé après? Ça, on ne le sait pas. Alors, imaginez rapidement une histoire similaire, la plateforme de paiement qui tombe en panne, sauf que le lundi,
l'entreprise, plutôt que de dépenser toute son énergie à trouver le coupable, elle peut aussi dépenser son énergie à réparer le problème, tous ensemble. On se serre les coudes, dans un bon esprit. Une fois que le problème est fixé, on peut commencer à parler du blameless post-mortem. Alors, le blameless post-mortem, c'est un process. Dans blameless post-mortem, il y a blameless. Alors, on pourrait en discuter pendant des heures sur ce que signifie, sur ce qui se cache derrière ce mot, vraiment. On peut en retenir en fait une idée. Il y a une idée qui sous-tend le blameless, c'est que on assume, on considère que les gens ont agi de leur mieux en fonction de leurs connaissances, de leurs compétences. Le blameless post-mortem est un process qui se déroule en 2 phases. La première phase, c'est l'investigation. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé lors de l'incident. Cette investigation, elle va être conduite par un facilitateur. Alors le facilitateur, ça va être quelqu'un choisi dans une équipe. C'est mieux si il n'a pas vraiment de parti pris dans l'incident. C'est mieux que ce soit quelqu'un d'extérieur pour avoir une vision plus neutre. C'est bien aussi que ce soit une personne empathique, qui ne soit pas prompte à juger ses compères. Cette investigation, elle est conduite ensemble au niveau de l'entreprise. Alors si c'est une start-up, c'est toute la start-up qui participe à cette investigation. Si c'est une grande entreprise, ça va être un département ou une équipe. Pour rappel, comme on considère que les personnes ont agi de leur mieux, donc on ne recherche absolument pas les coupables. C'est la condition sine qua non pour que les gens puissent parler ouvertement, sans crainte, de ce qui s'est passé. Cette investigation, elle va conduire à la création d'une timeline. Alors on commence la timeline dans un point au hasard, peu importe où est-ce qu'on commence. Là, on va commencer. Celui qui investigue va par exemple avoir cette information de la part de John. La mise en prod a été effectuée le vendredi à 17h, en suivant une procédure. L'investigateur, en fait, en parlant avec John, il se rend compte que oui, il y a une procédure, mais oui, elle est incomplète. Donc c'est une information qu'on n'avait pas en fait avant. On peut aussi regarder ce qui s'est passé avant. Alors avant, on a une information qui est Paul tombe malade. Alors, on ne sait pas trop pour l'instant ce que ça vient faire ici, mais ça revient souvent dans les discussions, comme si c'était important. On a aussi une autre information, le PO insiste pour que la mise en prod soit effectuée le vendredi. Et on continue l'investigation. En discutant avec Paul, on se rend compte en fait que c'est lui d'habitude qui met en prod le système de paiement. Donc comme il est malade, on commence à comprendre que John il a mis en prod un système dont il ignore absolument toutes les procédures de mise en prod. On apprend aussi que, peu après la mise en prod, il a testé le service. Mais il n'a pas testé l'ACB. Et c'est justement l'ACB qui a posé problème. En discutant avec John, on commence à découvrir l'histoire qui se cache derrière cette histoire. En fait, John, il a déjà fait des tests de CB, il a dépensé des centaines d'euros, et sa boîte refuse de lui rembourser. Donc Paul, il fait la tête, il se dit « trop c'est trop, cette fois je teste pas, tant pis ». C'est pas bien. Le lundi, Laetitia se rend compte que dans ses mails, elle a un grand nombre, elle a reçu des mails d'alerte qui indiquaient que le système de paiement était en vrac. Un peu plus tard, à midi, Paul découvre l'origine du problème. Ça fait long quand même, 3 heures à trouver un problème. Et une fois que le problème est trouvé, à 15 heures, donc 3 heures plus tard, le système de paiement est de nouveau opérationnel. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, il y a quand même un certain nombre peut-être de choses sur lesquelles on peut discuter là-dessus. Peut-être des choses à améliorer. Ce qui est important, c'est que cette timeline est construite ensemble
Le mieux, en fait, c'est de l'écrire dans un Google Drive, par exemple. Ne faites pas cette forme-là est graphique pour vous expliquer. Faites-le dans un Drive où tout le monde peut la voir, peut la consulter, peut la demander, discuter, échanger. Une fois que cette timeline est finie, on organise une réunion de débriefing. Alors cette réunion, il ne faut pas hésiter aussi à inviter, si vous êtes une start-up, l'ensemble de la start-up. Si vous êtes une grande entreprise, un département, une équipe, avec des gens dont la présence est obligatoire, des gens dont la présence est optionnelle. Durant ce debriefing, on va dérouler la timeline et peut-être lever des points qui semblent un petit peu problématiques et qui pourraient être améliorés. Et c'est là l'importance d'inviter tout le monde, c'est que des non-techniciens vont apprendre plein de choses sur la façon dont l'équipe technique est organisée, quelles sont leurs contraintes, quels sont les problèmes qu'elle rencontre au quotidien. Ça permet aux gens de mieux se comprendre et d'éviter ainsi de pointer du doigt quand il y a un problème. L'objectif, en fait, de cette réunion de débriefing, comme je l'ai dit, c'est de définir des actions concrètes qui vont pouvoir être mises en place pour éviter que ces problèmes ne se reproduisent. Donc, par exemple, cette entreprise aurait pu décider qu'il ne faut plus mettre en prod le vendredi après-midi. Bah oui, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que si la mise en prod avait été effectuée le vendredi matin, on se serait rendu compte du problème l'après-midi et on n'aurait pas eu une grosse perte de chiffre d'affaires. Paul ne doit plus être le seul à savoir mettre en prod. Et enfin, il faut peut-être aussi rembourser les tests CB. On pourrait déterminer beaucoup plus d'actions. Je vous déconseille d'en relever trop parce que vous ne les ferez pas. Là, on a des actions qui sont très rapides en fait, à mettre en œuvre. Ça ne coûte rien de ne plus mettre en prod le vendredi après-midi. Ça ne coûte pas grand-chose de rembourser les tests CB et un petit peu de passation de connaissances ou de pair programming avec Paul, ça ne coûte rien. Voilà. L'avantage de cette culture blameless, c'est que le management sait exactement ce qu'il se passe à l'intérieur de ses équipes. John n'a pas eu peur de dire « Eh bien oui, j'ai mal testé la plateforme de paiement. Oui, je n'ai pas testé la carte bleue. C'est une faute, mais je vais vous expliquer pourquoi. » Et ainsi, on peut trouver des solutions au problème. Ce qu'on peut être sûr, c'est que l'incident identique ne se reproduira plus, puisqu'on aura fait les actions nécessaires pour que ça ne se reproduise plus. Et d'autres problèmes seront probablement évités. Et surtout, tout le monde aura appris. L'organisation se sera améliorée. Le dernier point, non des moindres, c'est que vos meilleurs salariés resteront parce qu'en fait, les gens, quand on leur fait des reproches à longueur de temps, ils finissent par partir. Ils finissent par trouver des entreprises dans lesquelles l'ambiance est meilleure, dans lesquelles on peut s'exprimer sans crainte, faire des erreurs aussi, sans crainte. Dans la timeline que je vous ai présentée, il y a eu des erreurs et il y a eu aussi une faute. Le blameless post-mortem permet de s'adresser en fait à ces deux types de problèmes. Ce n'est pas uniquement les erreurs, c'est aussi les fautes. J'espère que ce talk vous aura donné envie d'aider, vous aussi, votre entreprise à devenir une learning company grâce au blameless post-mortem.
Quelques ressources fort intéressantes. Si vous en avez une seule à lire, lisez le Etsy Debriefing Facilitation Guide, qui est un énorme document. Sinon, les articles de Code as Craft et le site Reliability Engineering de Google. Merci beaucoup. Merci.